Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. J'avoue que j'ai pas du tout prévenu qu'il n'y allait pas avoir d'épisode la semaine dernière. My bad, il y a eu un petit élément personnel qui est arrivé qui a un petit peu remis en question ma capacité de produire un podcast. J'espère que vous m'en excusez. Également, je suis actuellement en hypoglycémie, donc je vais manger des petits bonbons en même temps que je cause, en même temps que je jacte. J'espère que ça ne troublera pas votre podcast. Si c'est le cas et que je fais du bruit avec mon paquet d'Haribo, eh bien, je m'en fous. Vraiment, vous vous débrouillez. Vous allez accepter. Si vous ne l'acceptez pas, sachez que vous êtes entièrement diabétophobe. Bref, commençons cet épisode avec une nouvelle compétition qui a démarré ce week-end. En fait, d'ailleurs, il y a 2 compétitions féminines majeures qui ont commencé. C'est, en premier temps, la Coupe du Monde de rugby. Et oui, je sais plus où est-ce que c'est. Je crois que c'est en Angleterre ou quelque chose comme ça. Mais la Coupe du Monde de rugby féminine a commencé. La France a ses chances. Notre poule, elle est un peu complexe, mais moi j'y crois. Enfin, elle est un peu complexe, non. En fait, il y a une personne qui est complexe. C'est l'Afrique du Sud, parce qu'elles sont très fortes. Il y a aussi l'Italie qu'on a battu le week-end dernier, et le Brésil. Donc, le week-end dernier, on a gagné contre l'Italie, comme je viens de le dire. Ce week-end, on va jouer contre le Brésil. Et le dernier match, c'est contre l'Afrique du Sud. Donc, je pense que c'est un peu le match qui va débattre qui passe premier, qui est deuxième du groupe. L'Afrique du Sud elle est actuellement devant la France sur le groupe parce que contre l'Italie on n'a pas eu notre point bonus parce qu'on n'a pas mis plus de 3 essais. Donc on part avec un léger désavantage, mais il faut dire que contre le Brésil on a une opportunité de grappiller ses points, essayer de recoller au score. Inch'Allah. D'ailleurs, moi, ma star, parce que bien sûr je vais supporter l'équipe de France, mais ma star, c'est Ilona Maher. C'est vraiment quelqu'un. En fait, voilà, je le dis, c'est quelqu'un. J'ai vu, à l'occasion du démarrage de la Coupe du Monde de rugby, que c'était la rugby player la plus suivie sur les réseaux sociaux, hommes-femmes confondus. Mais genre de très loin, parce que je pense que les deuxième et troisième sont à environ 1 million, alors qu'elle, elle est à 5 millions. Et je sais pas trop si vous la connaissez, moi je l'ai connue lors des Jeux Olympiques, puisqu'elle était dans l'équipe américaine, parce que je l'ai pas dit, mais elle est américaine. Elle était dans l'équipe américaine de rugby à 7, et elle a fait beaucoup de TikTok pendant toute cette période au village, etc. Et d'ailleurs, elle a un peu mis en place cette tendance de dire que le village olympique, c'est comme Love Island. Et du coup, elle était en mode A new bombshell enters the villa. Enfin bref, c'était très marrant. J'ai adoré cette série. Et voilà. Suite à ça, elle a fait Danse avec les stars aux États-Unis. Et c'était aussi trop marrant parce qu'elle a fait beaucoup de TikTok aussi avec son partenaire. Et j'ai pas du tout suivi l'émission, mais je voyais ses TikTok. Moi, j'adore cette meuf. Elle est vraiment impressionnante. Et elle a un podcast d'ailleurs avec ses 2 sœurs qui est assez intéressant. J'ai écouté quelques épisodes, je vois régulièrement des extraits sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant. Donc, voilà, majoritairement, elle parle de leur vie, mais il y a un peu ce décalage de. Il y en a une qui est une superstar mondiale, athlète de haut niveau, et les 2 autres qui font des choses dans le sport aussi, mais qui sont pas nécessairement athlètes de haut niveau. Du coup, c'est très intéressant. Voilà. Et elle parle bien sûr de aussi leur enfance, de grandir avec ce truc-là. Donc, trop intéressant. Je vous le conseille à l'occasion. Et du coup, ça, c'est la première Coupe du Monde qui est en cours. Et si pour le rugby, on est
favoris ou en tout cas dans les espoirs. Ce n'est pas du tout le cas pour ce deuxième événement sportif, puisque je vais parler de la Coupe du Monde féminine de volley. Et là, c'est carrément un exploit qu'on en fasse partie. Du coup, c'est trop bien. Et non seulement on est arrivé jusqu'à la Coupe du Monde, on y participe, mais en plus, en gagnant le match, enfin les 2 matchs de poule sur 3, et ben on accède aux 8e de finale qui vont avoir lieu dimanche. Et du coup, il va y avoir beaucoup de choses à regarder dimanche, puisque il y a déjà le match contre le Brésil, et il y a aussi de rugby, je veux dire, et il y a aussi du coup cette 8e de finale de volley. Et c'est pas fini, puisqu'il y aura autre chose dont je vais parler à regarder dimanche. Mais en tout cas, c'est extraordinaire qu'elle soit arrivée jusqu'en 8e. Je crois que ce n'est pas le cas depuis 51 ans. Donc c'est quand même fou. Déjà, c'était fou qu'elle gagne un match en Coupe du Monde. Mais alors là, carrément, elles aillent en 8e de finale, c'était un peu inespéré. Mais en tout cas, c'est un travail qui est mené depuis 5 ans environ. Donc, qu'elle essaye et qu'elle bosse vraiment avec un nouvel entraîneur, etc. Donc, c'est trop cool que, voilà, enfin, là, ça commence à payer. Parce que c'est vrai qu'on a une équipe masculine qui est phénoménale. Et c'est dommage que il n'y a pas autant de moyens et de ferveur autour de cette équipe féminine, même si je trouve que quand même le volley en France est sous-estimé de fou. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'engouement autour, ne serait-ce que des championnats du monde masculins. J'ai l'impression qu'on s'occupe de cette équipe de volley seulement au JO et c'est trop dommage. Donc que ça soit masculin et féminin, il faut commencer à regarder du volley, faut vous brancher volley. Voilà, donc et en plus c'est accessible pour tout le monde puisque les matchs ils sont diffusés sur la chaîne L'équipe. Donc vraiment vous mettez la 21 et vous regardez en fait. Le troisième truc à regarder dimanche, c'est le Grand Prix de F1. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de F1. Vous allez me dire, mais pourquoi Jeanne? Non, je n'ai pas arrêté d'être fan de F1. Tout simplement, c'était la pause estivale. Et là, ils reviennent ce week-end aux Pays-Bas. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler euh, sur la F1 dans cet épisode. C'est plutôt sur la grande nouvelle, la grande annonce qui est apparue cette semaine dans le monde de la F1. Ce qu'il faut savoir, c'est que la F1, il y a 20 sièges, il y a 20 pilotes. Mais il y a du coup 10 écuries. Ça, c'est comme ça depuis très longtemps. Et c'est ce qui fait que la F1 et de manière générale, les sports automobiles sont si prisés et si... je sais pas trop comment dire, mais c'est si rare d'en faire partie et si prestigieux d'être pilote, c'est parce que les sièges, le nombre de pilotes est limité. Donc en F1, c'est le plus limité. Il n'y en a que 20 et 10 écuries. Et là, en 2026, ça a été annoncé l'année dernière, il va y avoir une nouvelle écurie qui va arriver en F1. Donc cela signifie qu'il va y avoir 11 écuries, donc 22 pilotes. C'est une décision qui a été prise par la FIA parce que il y a des personnes qui ont voulu monter une nouvelle écurie et ces personnes c'est Cadillac, donc la marque automobile Cadillac. Et du coup depuis quand même un an on se demande qui vont être les premiers pilotes à conduire cette écurie, ce qui est quand même assez risqué de rentrer dans une nouvelle écurie puisque en fait il y a déjà un risque parce que c'est sûr que la voiture ne sera pas parmi les plus performantes. C'est pas genre possible de créer une première voiture qui est la meilleure voiture de la grille. Ce serait quand même incroyable de faire ça. Donc déjà il y a ce risque parce que
tu sais que ça va pas être une voiture qui va se battre pour le championnat. Et deuxièmement, tu sais pas non plus si l'écurie, elle va avoir une stabilité financière. Parce que ça, c'est en fait tout ce qui permet à une écurie d'être performante, c'est la finance. Mais ça, c'est tout le problème de tout le monde, en fait, de tous les sports. Un club de foot, s'il fonctionne, c'est parce qu'il est riche. Voilà. Donc, il y a à la fois le fait d'avoir des investisseurs, mais les investisseurs, ils restent que s'il y a du résultat. Et le résultat, il arrive que s'il y a des investisseurs. Donc, voilà. Euh, donc, il y a un peu cette question. Et finalement, bah, je vous le dis, je vous fais une grande annonce, mais peut-être que si vous suivez un petit peu les informations, vous l'aurez vu passer. Mais c'est Sergio Pérez et Valérie Bottas qui ont signé pour, pour être les premiers pilotes de cette nouvelle écurie. Donc Sergio Pérez, c'est l'ancien coéquipier de Max Verstappen qui est à Red Bull. Donc c'est un ancien Red Bull qui s'est fait virer de Red Bull, même pas à la saison dernière, mais pendant la dernière saison, alors qu'il restait, je crois, 2 ou 3 courses. Donc voilà. Donc il a quand même beaucoup d'expérience, c'est un vétéran, hein. Il est assez vieux, il est assez yeuve, on va pas se cacher. Il était très très fort. Et à mon humble avis, il est encore très fort, mais c'est vrai que ses résultats dans sa dernière année à Red Bull étaient plutôt minables, mais je pense que c'était largement dû à la voiture et pas au pilote, puisque ça, on l'a prouvé avec le nombre de deuxième pilotes qui sont passés par Red Bull cette année. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement ça. Donc, je pense que c'est un très bon pilote. Et ensuite, il y a Valtteri Bottas, pardon. Alors Valtteri Bottas, il a un parcours qui est un peu plus euh, rocky, on va dire, parce que tout simplement actuellement, il est pilote remplaçant chez Mercedes. Donc cette année, il est techniquement encore sur la grille, mais il n'est pas pilote. Enfin, genre, en vrai, il n'a jamais piloté et je pense, en vrai, ça pourrait arriver, mais je suis pas sûre que ça arrive. Enfin, en vrai, on sait jamais quoi. Genre, il y en a un qui se blesse ou voilà, un truc comme ça. Ça pourrait arriver, mais bon, voilà. Mais en tout cas, l'année dernière, enfin, l'année, oui. Ouais, l'année dernière, il était à Steak Sauber. L'année d'avant, il était à Alfa Romeo. Euh, donc, ouais, c'est ce que j'ai à dire. Euh, et encore avant, il était bien sûr avec Mercedes. C'est l'historique euh, partenaire de Lewis Hamilton. Donc, c'est un peu marrant parce que du coup, ils ont pris vraiment les, les deux genre pilotes historiques pour être les numéros 2 des champions du monde. Donc moi je trouve ça un peu marrant vu que Sergio Pérez du coup il a été, il me semble, du coup les 4 fois, il était, enfin la quatrième fois plus ou moins, mais c'était lui le partenaire de Max Verstappen quand il a été champion du monde. Et Valtteri Bottas, il me semble qu'il est resté 4 ou 5 ans à Mercedes et du coup il a remporté 3 ou 4 enfin il a été aux côtés de Lewis Hamilton pendant 3 ou 4 championnats du monde. Donc c'est quand même marrant. Et du coup, la question, c'est un peu qui va avoir la chance d'être enfin numéro un. Puisque eux, ce qu'ils rêvent, c'est d'être numéro un d'une écurie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Je pense que ça va se décider au fil de la saison et qu'il y a un peu rien d'acté pour l'instant. Euh, Peut-être qu'ils vont adopter une papaya rule aussi. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont décider de faire comme McLaren et de ne pas mettre d'avantage ni sur l'un ni sur l'autre. On ne sait pas. On verra bien. En tout cas, très hâte d'être à la saison prochaine, mais on va déjà se contenter du retour de la pause estivale dimanche. Ça va être sympa. J'ai hâte de retrouver mes petits boys de McLaren qui m'ont énormément manqué. Donc voilà. Le troisième truc qui s'est passé, c'est l'autre tournoi qui est en cours. C'est bien sûr l'US Open.
qui a commencé cette semaine. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais déjà avant que ça commence cette semaine, il y a eu le tournoi des doubles mixtes. Là, il y avait un peu une polémique puisque le tournoi il a décidé de sélectionner pour faire le tournoi seulement des doubles qui ne sont pas des joueurs de double. Genre, je sais pas, Alcaraz et Raducanu, Draper et Navarro, enfin bref, que des trucs comme ça. Et en fait, c'est bien parce que à la fois, ça permet de genre plus médiatiser le double mixte, mais en même temps, bah, c'est chiant parce que du coup, il y a des joueurs de double mixte qui ne peuvent pas jouer. Et le seul double mixte, genre vraiment, qui a été sélectionné, c'est Errani et Vavasori. Et c'est eux qui ont gagné. Du coup, c'était un peu en mode revenge. Et d'ailleurs, genre, il y a une autre joueuse, très grande joueuse de double, qui s'appelle Siniakova, qui est championne olympique 2024 en double mixte d'ailleurs, et qui a gagné plusieurs grands chelems en double, qui était supposée d'être en double avec Sinner. Mais en fait, ce n'est pas arrivé puisque Sinner est tombé malade. Et c'est pour ça que d'ailleurs il a perdu contre Alcaraz à la finale de Cincinnati juste avant. Du coup, il s'est retiré du tournoi double mixte. Donc, Siniakova n'a pas eu l'occasion de se raccoupler avec quelqu'un d'autre. Alors que, bah, en fait, elle aurait pu avoir l'occasion puisque il y en a plein d'autres qui ont pu se recoupler avec d'autres gens. Mais là, je sais pas, parce que ce n'est pas une star, ils n'ont pas voulu peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. D'ailleurs, une autre personne qui a fait partie des doubles mixtes et qui a fait sa réapparition, c'est Venus Williams. Et oui, cette grande star, Venus, qui est de retour à l'US Open en double mixte. Bon, elle s'est fait éjecter au premier tour. Et en simple, elle s'est aussi fait éjecter au premier tour. Mais bon, c'est déjà pas mal qu'elle soit revenue. Et franchement, c'est trop bien d'ailleurs. Bah, ça a un peu remis la place sur Serena Williams. Et Djokovic, il a dit qu'il voulait que Serena Williams revienne. Et en vrai, elle peut, parce qu'elle n'a pas annoncé officiellement sa retraite. Du coup, ils sont un peu en mode j'aimerais qu'elle revienne, j'aimerais que. Tu vois. Mais bon, enfin bref, c'est trop cool qu'elle soit revenue. Mais bon, c'est vrai que 45 piges, voilà quoi. Voilà, 45 ans. D'ailleurs, elle a battu, avant l'US Open, elle a genre battu le record de la personne la plus vieille à gagner un match sur le circuit. Parce que je crois qu'elle a fait genre un tournoi ATP 250 ou une connerie comme ça. Voilà. D'ailleurs, en parlant des dernières, genre numéro 1, eh ben, on peut parler de qui va être numéro 1 après l'US Open chez les femmes, puisque la place est en jeu. Sabalenka peut perdre sa place. Elle peut perdre sa place, mais si elle perd en quart de finale ou avant. Et si elle perd en quart de finale ou avant, en gros, c'est. Enfin, elle la perd que si Goff ou Swiatek gagnent le tournoi. Et du coup, l'une des deux, enfin genre, soit Goff, soit Swiatek, si elle gagne le tournoi, elle devient numéro 1. Donc moi, forcément, j'ai très envie que Goff gagne le tournoi et que Sabalenka perde en quart de finale. Comme ça, ça part. Non, perdre en huitième de finale, parce que du coup, je crois que c'est si elle accède au quart de finale. Donc voilà. Sachant qu'en vrai, c'est assez possible, puisque Goff a déjà remporté l'US Open. C'est d'ailleurs le seul. Non, my bad. C'est plus le seul grand chelem qu'elle a gagné, vu qu'elle a gagné Roland Garros cette année, mais elle a gagné déjà l'US Open, donc on sait qu'elle est capable de le faire. Et Sabalenka, elle est vraiment dans une pente descendante depuis cette putain de finale de Roland Garros, justement, qu'elle a perdu contre Coco Gauff. Mais en même temps, est-ce que c'est possible qu'elle le fasse? Parce que moi, mon souhait le plus grand, c'est que Coco Gauff gagne, parce que je suis team Coco Gauff. Mais je pense que ça va être Swiatek. Parce que cette femme, est absolument extraordinaire. Elle est imbattable. C'est bon. Il y a eu un petit coup de mou quand elle a été suspendue pendant quelques mois, mais là, elle est repartie de plus belle. Et franchement, depuis Wimbledon, elle les enchaîne. Encore le dernier week-end, enfin le week-end dernier, elle a gagné Cincinnati. Elle est allée en finale des doubles mixtes avec Rude, enfin exceptionnel. Donc je pense que c'est elle qui va gagner. Et en vrai, je serais ravie qu'elle reprenne la première place. Mais c'est vrai que Coco Gauff, voilà, ça changerait un peu quoi. Et d'ailleurs, la place de numéro 1 est également en jeu à l'US Open pour les hommes, puisque, en gros,
celui qui finit le plus haut entre Alcaraz et Sinner dans le tournoi garde la place de numéro 1. Donc, si, genre, il y a une finale Alcaraz-Sinner, et bah du coup, non seulement il y aura le titre de Grand Chelem en jeu, mais en plus, il y aura la place de numéro 1. Donc, ça va être encore plus dingue que d'habitude. Et voilà, moi, je pense que c'est lui qui va gagner, puisque Sinner, enfin, je pense que c'est Sinner qui va gagner, parce que c'est vraiment le roi de l'US Open, il en a déjà 2. Donc, bon, voilà. Et on sait qu'il est très fort pour renouveler ses titres. Donc, franchement, je ne m'inquiète pas pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres prétendants. Les autres prétendants, c'est Medvedev, Draper, bien sûr Alcaraz. Medvedev, il faut savoir, c'est déjà foutu, puisque il s'est fait dégager au premier tour. D'ailleurs, Medvedev a une saison merdique en termes de Grand Chelem, puisqu'il s'est fait out au deuxième tour en Australie. Et ensuite, Roland Garros, Wimbledon et US Open, out au premier tour. Donc on l'a pas vu de l'année, ce gars. On l'a pas vu de l'année, transparent. Draper, pourquoi pas. Moi j'y crois. Moi j'y crois, Draper qui gagne. Why not? Mais ça veut dire que c'est pas lui qui aura éliminé Sinner ou Alcaraz. Ça c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Et Alcaraz, personnellement, je pense qu'il va perdre. Et vous savez pourquoi? La théorie des débardeurs. Chaque fois qu'Alcaraz porte un débardeur, il a un tournoi de merde. Et là, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Un débardeur. Donc, c'est foutu. C'est foutu. Mais surtout, vous savez ce qu'il a fait? Je pense que vous savez ce qu'il a fait, puisque c'est la nouvelle qui a absolument déchanté Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nouvelle qui peut battre ce qui s'est passé. Il s'est rasé les cheveux. Il est chauve. Il est chauve. Et il y a l'internet, le web est fou à propos de ça. Alors peut-être que moi je vois que ça parce que je suis un peu axée tennis, mais je pense que vous avez déjà vu une photo d'Alcaraz chauve. Ouais, j'aime bien dire chauve au lieu de chauve, mais il est chauve genre. Et si c'est pas ça la nouvelle qui fait trembler vos réseaux sociaux cette semaine, c'est que c'est la deuxième nouvelle. Et ça me permet de faire une transition sport-musique, puisque vous savez qui est l'emblème de la transition sport-musique. C'est le couple Travis Kelce, Taylor Swift. Et oui, ils ont décidé de se fiancer. Je n'ai rien d'autre à dire, à part que je suis très heureuse pour eux. Bref, jingle. Whoa, oh, oh, Et oui, c'est parti pour la rubrique musique. Là, j'ai trop d'albums à review. Il faut qu'on cause parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'ils leur prennent à tous. Mais pourquoi sortir tant d'albums les mêmes jours pendant une longue période de temps? C'est-à-dire que là, la semaine dernière, il y a eu Royal Otis et Somber qui ont sorti un album. Cette semaine, demain, il y a Sabrina Carpenter et Balou Rigala qui va sortir un album. Également, il y a Olivia Dean qui va sortir un album. Il y a The Favours qui va sortir un album. Et il y a également Stevie Nicks et Lindsey Buckingham qui ont décidé de sortir leur réédition de leur premier album commun. Donc, on est débordé. Laissez-moi respirer. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça veut dire que moi, je vais vous faire des reviews d'albums presque à tous les épisodes. Le premier album que je vais un peu analyser, c'est Royal Otis. Oui, je vais vite fait l'analyser. Déjà, il y a 3 singles qui sont sortis avant. Et je les ai tous adorés. Mais, genre, il y en a un des singles qui s'appelle Car, qui est ma musique préférée d'album. Voilà, je dis Cash Pistache. C'est ma musique préférée d'album. 5 stars et top 1. Et les 2 autres musiques, je les ai mis en 4 étoiles et elles ont la 4e et 5e place. Oui, j'ai pris la peine de donner des étoiles et j'ai fait un classement. Le seul truc, c'est que j'ai pas fait d'annotation pour chaque musique parce que je pense que je peux pas faire d'annotation pour chaque musique pour 2 albums. C'est un peu too much. Du coup, je pense que je vais juste vous dire les musiques que je préfère. Peut-être que je vais vous dire... je sais pas trop comment faire en fait. J'avoue, je suis un peu perdue. Peut-être que je peux vous dire mon top 5 et après vous dire que... Ouais, je sais pas en fait. J'ai pas du tout réfléchi à ça en fait. Peut-être que j'en ferai un petit post Instagram pour que vous ayez un peu de visuel parce que là, je sais pas comment faire. Mais globalement, mon top 5 des musiques de Royal Otis dans cet album, qui s'appelle d'ailleurs, et
c'est hilarant que j'ai oublié comment il s'appelle l'album. Non, mais en plus, je me souviens. Attendez, laissez-moi revenir sur Spotify. Ouais, je vous laisse avec un petit fond sonore qui sont mes colocs dans le couloir. On les adore, on vous embrasse, Claire et Salomé. Voilà, l'album s'appelle Royal Heki, qui est genre suçon en anglais, Heki. Et donc, mon top 5 de cet album, c'est comme je l'ai dit. Non, je vais faire un. Ah, attendez, parce qu'en fait, j'aurais dû faire un 5 vers le 1. Non, ça aurait été mieux. Et vous savez déjà c'est quoi le 1. Bon, c'est pas grave, on va quand même faire le 5 vers le 1 et vous ferez les étonnés. Genre, vous ferez imiter une réaction de choc, genre quand j'arrive à la première place. Ok, la cinquième place, c'est le single Moody, qui est très bien, mais je pourrais pas, excusez-moi pour cette alarme, je répète, je suis en hypoglycémie. En tout cas, Moody, c'est, en fait, c'est pas mal. J'aime bien cette musique, mais je trouve qu'elle n'est pas pour toutes les situations. Donc, pour moi, ça ne peut pas être une 5 stars, mais elle est quand même très sympa. La quatrième place, c'est le deuxième single qui s'appelle Say Something. 4 étoiles aussi. Franchement, rien à dire sur ça. Ah, c'est pour toutes les occasions, mais je dirais qu'il manque une petite étincelle, vous voyez. Il manque quelque chose. Ensuite, là, on arrive dans le dur, on arrive sur le podium. Cette musique, sachez que j'ai été en entier, en choc, mais en choc longtemps, genre, parce que j'ai écouté plusieurs fois cet album, mais j'ai fait beaucoup d'écoutes, genre, pas concentrées. C'est-à-dire que je le lançais, et voilà, des fois, je me reconcentrais, j'entendais cette musique, et j'étais en mode, sympa, je like, ok. Mais, à un moment donné, pour produire ce podcast, je me suis dit, ok, il faut que je réécoute toutes les musiques pour être sûr que, genre qu'est-ce que j'aime pas, quoi. Genre, être capable de parler un petit peu des musiques. Ce que je ne suis absolument pas capable de faire au final. Mais, euh, mais là, du coup, j'arrive sur Good Times, et je ne l'avais mais absolument pas identifié. C'est-à-dire que je ne l'avais pas liké. Je pense que c'est la troisième musique sur l'album et je pense que c'est genre la première, forcément, j'écoute parce que bah, c'est la première, du coup, je suis toujours concentrée. La deuxième, c'est Moody, du coup, bah, je la connais, donc j'étais en train de chanter. Et à partir de la troisième, bah, c'est bon, j'écoute plus l'album. Et donc, je n'ai jamais repéré cette musique. Je l'ai peut-être écouté 6 7 fois l'album en entier, jamais j'ai repéré la musique. C'est quand je l'ai écouté cet après-midi que je me suis dit, oh bordel, what the fuck, oh boy, oh boy. Et là, je me suis dit, révélation intense, good times. Bah, je passe un good times quand je t'écoute, en fait. Voilà, tout ce que j'ai à dire. 5 stars review. La deuxième, le top 2, c'est Who's Your Boyfriend? Et en fait, je suis désolée, mais c'était excellent. Excellent! Who's Your Boyfriend Now? Ah là là là, c'est de la jalousie, c'est excellent, c'est un peu groovy, c'est j'adore, j'adore. C'est, vous voyez, c'est de la mozzarella, vous voyez, ça passe, c'est doux, c'est l'été, c'est... Non, enfin, c'est pas l'été, c'est rocky, c'est... Ouais, franchement, je l'ai... Et pour le coup, complètement l'inverse. Elle, j'ai identifié directement. C'est peut-être la première des musiques que je ne connaissais pas, genre qui n'étaient pas des singles dans l'album, que j'ai liké parce qu'elle est absolument exceptionnelle. Cette musique, tu la remarques, tu ne peux pas passer à côté. Et bien sûr, roulement de tambour, qui est le numéro 1, c'est la musique Car. Et oui, vous y attendez pas. Le choc est présent, le choc est intense. Voilà, je vous ai présenté mon top 5. Je ne vais pas vous présenter le reste parce que c'est genre, je ne sais pas comment dire. J'ai pas envie de genre dégrader les musiques de l'album parce que je trouve que globalement, c'est quand même un bon album. C'est un bon album, ce n'est pas le meilleur album que j'ai écouté, ce n'est pas l'album de l'année. Pour moi, il y a des skips. J'ai mis des musiques à 2 étoiles. Mais la plupart ont quand même, je pense, 3 étoiles. En fait, je vais peut-être faire la moyenne. Et vas-y, attendez, je vais faire pause là, ça va être long. Mais je vais faire la moyenne. La moyenne, c'est 3,5. Alors, peut-être ça semble pas beaucoup. Moi, je trouve qu'en vrai, c'est quand même pas mal. Parce que j'ai 3 musiques à 5 étoiles, 3 musiques à 4 étoiles. Non, 2 musiques à 4 étoiles. Et le reste, c'est majoritairement des 3 étoiles. Et franchement, 3 étoiles, c'est quand même bien. Parce que c'est des musiques, c'est-à-dire que je peux les écouter. Je vais pas nécessairement les liker, mais je peux les écouter.
elles sont bien, juste j'ai pas accroché. Et il y a deux musiques où je suis un peu en mode bah c'est un peu boring, genre je vois pas le but, what's the point, tu vois. Donc je trouve que c'est quand même une très bonne note, surtout pour bah, un groupe qui est pas si connu, enfin il y a pas tant de moyens et même bah ils sont pas connus donc par définition quand moins t'es connu, moins t'es en vrai non, c'est pas vrai. C'est pas du tout moins t'es connu, moins t'es bon. Et puis Royalty sont quand même assez forts, on va pas se le cacher. Donc voilà, d'ailleurs, ils sont en tournée et je vais peut-être acheter les places pour leur concert, mais j'aimerais bien y aller avec quelqu'un en vrai. Donc bah, si vous connaissez du monde qui veut venir avec moi, bah venez en fait. Vous me DM et c'est bon. Passons au deuxième album. Alors le deuxième album, c'est l'album de Somber. Et alors là, je vais calculer la moyenne immédiatement parce que ça va être élevé. La moyenne, elle est de 4,2. Intense. Intense. Je vous le dis, c'est intense. En fait, je sais même pas trop comment faire. Euh, ouais, j'avoue, je sais pas du tout comment je pourrais présenter ça, puisque bah, pour moi, elles sont toutes trop bien. En fait, vraiment, la période que j'ai mis, c'est 3. Et carrément, j'ai galéré un peu à les classer, parce que du coup, elles sont toutes trop bien. Du coup, j'ai galéré un peu à faire un classement, mais je pense que j'en ai un. Il y a 10 musiques, donc je pense que je vais aussi faire un top 5. Euh, je sais pas trop encore comment faire, mais bon, ce qui est clair, déjà, je vais parler directement sur l'album de Somber. Ce qui est clair, c'est que Somber, déjà, il est très fort. Genre, il a mis genre, tous les singles qu'il a sortis qui sont sur cet album, euh, c'est des hits. Euh, Commençons par Undressed et Back to Friends, qui sont les deux premiers singles qu'il a sortis à quelques semaines d'écart, vraiment assez proches. Euh, C'était un hit maximal et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Ensuite, il a sorti We Never Dated, qui a été pour moi moins bon, mais quand même trop bien. Et récemment, euh, le 12 to 12, qui est absolument extraordinaire. Et en même temps qu'il a sorti cet album, il a créé un clip pour une autre musique qui n'est pas sortie en avance, mais qui est donc un single quand même, qui est Crushing et qui est le premier track sur l'album. Donc techniquement, je dirais qu'il y a du coup Undress Back to Friends, We Never Dated, 12 to 12, Crushing, il y a 5 singles sur cet album de 10 musiques. Et les 5 singles sont pour moi des vrais singles parce que c'est des vrais hits. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Voilà. Maintenant, je dirais que quand j'avais connaissance des 4 singles, pour moi, Somber, c'était ma révélation de l'année. 2025, pour moi, c'est Somber. C'est tout. Il n'y a pas d'autres questions. En vrai, non, parce que je dirais que j'écoute d'autres gens, mais c'est la révélation, quoi. Donc, je savais que j'allais kiffer cet album, vu que je connaissais déjà genre 4 musiques sur les 10, et je voyais très mal pas aimer les autres, puisque genre il a fait un 100% pour moi. Genre il a fait un 10 out of 10, genre toutes les musiques qu'il a sorties sur cette période-là, elles sont exceptionnelles. Donc je voyais très mal que le reste de l'album soit de la merde. Et effectivement, j'avais raison, puisque mon top 5, bah, en fait, il consiste en 3 musiques singles et 2 nouvelles musiques. Bon, j'avoue, en vrai, je pensais que c'était plus impressionnant que ça. Mais en fait, je trouve que c'est quand même pas mal parce que vu l'intensité dont j'ai aimé les singles, le fait qu'il y ait 2 musiques qui ont réussi à se glisser par là, c'est fou. Et sachant que c'est pas un 2 3 les singles. Donc voilà. Bref, commence par le top 5. En vrai, j'ai un peu envie de toutes les dire. Genre, peut-être que je vais dire. Oh, en vrai, je sais pas, parce que sinon ça va être long, frère. Ouais, non, je vais toutes les dire. Le top 10, 10e place, dernière position, c'est Dime. Pour moi, c'est Dime parce que, en fait, j'arrive pas à m'accrocher à cette musique. Elle est bien, mais c'est vrai que, genre, je suis pas bouche bée. Enfin, je suis pas intensément surprise. J'arrive pas à rester
sur cette musique, vous voyez, à rester concentrée En fait, elle me choque pas. Mais elle est bien. Mais elle me choque pas, vous voyez. La 9e position, c'est comme Closer. Et en fait, j'avoue que pour moi, c'est déjà chaud de la mettre en 9e position parce que je l'aime bien cette musique. Mais, bah, du coup, je suis un peu en mode, bah, what the fuck, genre, comment ça se fait qu'elle soit si bas. Mais c'est vrai que les autres sont vraiment mieux encore. Du coup, bah, je sais pas comment dire, mais elle est vraiment trop bien en fait, cette musique. Euh, Ensuite, à la 8e position, on a I Wish I Knew How to Quit You. Pareil, cette musique, quand je l'écoute, je suis en mode, mais elle est trop bien. Ce n'est pas possible qu'elle soit seulement 8e. Mais écoutez, bah, c'est le cas. Enfin, moi, je sais pas comment dire ça, mais c'est le cas. I Wish I Knew How to Quit You. Je pense que la raison pour laquelle je l'ai mise si bas, même je sais que la raison pour laquelle je l'ai mise si bas, en fait, c'est parce que le refrain est bien, mais pendant les couplets, des fois ça me perd un peu parce qu'il n'y a pas de hook, il n'y a pas un bridge intense comme elle a réussi à le faire sur plusieurs autres de ses musiques. Il n'y a pas de changement de musique, il n'y a pas de changement de mélodie. Enfin, en tout cas, pas un hook qui m'a eu, quoi. Un hook qui a hook. Du coup, bah voilà, ça fait que c'est un peu plus bas. Mais j'avoue, le refrain est quand même bien. Et en vrai, je crois que c'est l'une des musiques qui a été le mieux reçue avec, bah, du coup, Crushing, dont on va parler un peu plus tard. La 7e position, c'est We Never Dated, qui est un des singles. Je l'ai dit, We Never Dated, c'est le single que j'avais peut-être le moins aimé. Mais bon, en vrai, je l'ai quand même grave saigné, cette musique. Donc, bon, ça n'a pas trop d'importance. Mais je sais pas, en fait, peut-être que c'est parce que, genre, c'est pas sorti à un moment où. Bah, en fait, je sais pas, parce qu'elle est quand même bien, mais c'est pas du tout celle que j'écoute le plus, en fait. Je trouve que Undressed et Back to Friends, elles sont elle me parle plus. Et alors, je vous parle pas de 12 to 12, mais bon, vous connaissez mon amour pour cette musique à ce stade. Donc voilà. La 6e position, bah, je viens d'en parler, c'est Crushing. Donc, Crushing, c'est une musique dont il a fait le clip et il a fait la promo avant l'album. Et du coup, on l'a découvert bah, vendredi, il me semble, en même temps que tout l'album. Mais je crois qu'il a fait un clip, ou en tout cas, un clip va bientôt sortir. Du coup, bah, Crushing et I Wish I Knew How to Quit You, c'est un peu les deux musiques qui n'étaient pas sorties avant l'album, qui ont genre un peu buzzé et qui ont c'est devenu un peu viral depuis la sortie de l'album. Enfin, un peu viral, genre qui ont le mieux marché, on va dire, depuis la sortie de l'album. Euh, donc, bah voilà, moi je la passe en 6e position, donc c'est déjà pas mal. Mais du coup, on intègre la première moitié de mon tableau. Et la 5e, c'est Under the Mat. Under the Mat, c'est pour moi un peu plus triste. Euh, c'est un peu. En fait, je trouve que le genre aussi est un peu différent. La sonorité est un peu différente. Et elle est vraiment sympa. Du coup, j'ai bien aimé. Et je me suis dit que ça méritait cette 5e place parce que je m'attendais pas à un hook comme ça. Genre, le hook est bien. Et euh, genre, c'est différent de comment il y arrive d'habitude. Donc vraiment, bah, chapeau. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Et aussi parce que, genre, les paroles, elles étaient bien construites. J'avais déjà dit, c'est quelque chose que j'aime bien chez Somber, j'aime bien comment il écrit. Je dirais pas que, genre, c'est un parolier magnifique parce que il est assez descriptif, c'est assez simple, mais ces histoires, elles sont tout le temps. En fait, il y a toujours un bon storytelling, il y a toujours un bon, une bonne manière de dire, un bon. Enfin, en fait, c'est à la fois ce qu'il dit, mais c'est aussi que tu ressens sa peine quand il part. Je dis la peine parce que c'est souvent ce qu'il essaye de transmettre comme émotion, même si bah, des fois ça varie en fait. Il y a des variantes de peine, d'intensité, de raison. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'aime bien cet artiste. Mais dans Under the Mat, c'est vrai que j'étais agréablement surprise de voir cette variation par rapport aux autres musiques qu'on a eu l'habitude d'entendre. Le top 4 et on arrive sur les musiques à 5 étoiles, c'est Undressed. Bon, bah voilà, bah, c'est l'un de ses meilleurs musiques, enfin, un de ses plus gros tubes. La troisième, c'est Back to Friends. Du coup, je les mets un peu ensemble parce que bah, elles sont sorties un peu en même temps. Elles
sont toutes les deux pour moi équivalentes, genre en termes de qualité. Et elles sont toutes les deux très connues. Donc j'aimais un petit peu, genre je leur fais leur review en même temps, mais voilà, pour moi elles sont vraiment trop bien. C'est aussi comme ça qu'il s'est fait connaître auprès du monde entier. Euh, Même si ce ne sont pas ses premières musiques, voilà. Il y en a peut-être beaucoup qui pensent que son beurre, il a commencé la musique il y a pas longtemps. Mais en vrai, bah, il a genre plein d'autres musiques. C'est juste que bah, elles sont sorties avant, quoi. Et ce n'est pas son premier projet. Donc voilà. Et le top 2 donc là on a une musique que j'ai découvert et qui est absolument extraordinaire. Canal Street, c'est pour moi la meilleure de... C'est pour moi la meilleure musique non single. Et en fait, j'en ai pas trop entendu parler. Mais pour moi, elle est... Enfin, en fait, je suis choquée parce que je crois que cette musique, elle fait genre 4 minutes. Et au début, genre, tu penses que c'est un peu... Genre, t'es en mode, ah ok, sympa. Et après, tu te dis, putain, ça dure 4 minutes, mais genre, c'est too much. Sauf qu'il y a un changement euh, vers un peu plus de la moitié. Et là, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Et c'est trop bien. Elle est trop bien et je pense que je vais me la saigner aussi. Je vais me la saigner comme j'ai signé le top 1 qui est 12 to 12. J'ai pas besoin de parler de cette musique parce que j'en ai parlé pendant très longtemps dans l'épisode après qu'elle soit sortie puisque cette musique elle a réussi à être en 10 jours dans mon top d'écoute, top 1 écoute du mois de juillet alors qu'elle est sortie genre le 22. Voilà, donc bah je continue à écouter, à danser dessus, elle est trop bien, vraiment, elle est trop bien. Et si vous connaissez pas 12 to 12, bah branchez-vous 12 to 12 et allez vous brancher sur le clip parce qu'il est avec Addison Rae, je le répète, c'est une star, c'est une grande star, enfin bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'ai fini la review des deux albums. Sachez qu'il y a aussi l'album de Audrey Hopper qui est sorti. J'en ai un petit peu parlé de cet artiste dans des podcasts précédents, mais pour vous remettre un petit peu dans l'histoire, c'est une grande copine à Cassie Abrams et c'est en partie elle qui écrit ses textes. Elle a décidé de se lancer dans la musique aussi, enfin en tant qu'interprète. Et du coup, elle a sorti deux singles. Le premier, c'est Sumi, et il a fait un vrai tube, genre vraiment une viralité intense, qui était trop bien. Et le deuxième, c'était Bowling Alley, et je l'ai moins aimé. Euh, du coup, bah, j'avoue que pour ça, j'étais un petit peu dubitative face à sa carrière. Enfin, face à si j'allais aimer ou pas. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu mis de côté son écoute d'album. Et je me dis que je pense que ça va pouvoir passer dans un deuxième temps, quand il y aura un petit trou entre début septembre et fin septembre. Il y a une semaine où il n'y a rien. Du coup, je pense que je vais l'écouter là, son album. Voilà. Sinon, bah, comme j'ai dit, Sabrina Carpenter sort Man's Best Friend et Balou Briada sort également leur album dont j'ai oublié le nom, bien sûr, puisque je suis une sous-merde. Attendez que je le cherche sur le web. Euh, Portal, Portail. Voilà. Donc, bah, branchez-vous. Moi, de mon côté, bah, vendredi, demain, on va aller choper des places pour la tournée d'Olivia Dean. Donc, encouragez-moi, priez pour moi. S'il vous plaît, priez pour que j'ai des places. Parce que ce n'est pas possible à ce stade que je ne puisse pas aller la voir. Bref, je vous souhaite un bon jeudi, une belle journée, une belle nuit, si vous écoutez ça avant de dormir. Et je vous dis à la semaine prochaine.